Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux comics et aux bandes dessinées. Alors cette fois on change un petit peu de format puisque comme j'ai emprunté 3 bandes dessinées et un comics à la bibliothèque, je me suis dit que j'allais tout regrouper dans une seule vidéo pour vous en parler. On commence sans plus attendre par le comics, il s'agit de The Wicked and the Divine, par Kieron Gillen au scénario et Jamie McKelvey au dessin. C'est sorti en 2014 aux États-Unis et en 2016 pour le tome 1 chez Glénat Comics en France. Le tome 2 en français est déjà disponible toujours chez Glénat Comics et le tome 3 arrive en octobre. Et donc moi je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Le thème principal de ce comics, ça va être les dieux. En effet, tous les 90 ans, on a 12 dieux qui se réincarnent dans le corps de jeunes personnes, et ces 12 dieux ainsi réincarnés deviennent de véritables icônes, des célébrités et des pop stars, puisque certaines font des concerts où tout le public est en extase et en véritable adoration devant eux. Ils sont donc adulés ou détestés, cela dépend des gens, et le truc c'est que au bout de 2 ans, ils meurent. Donc ils ne sont sur Terre que 2 ans tous les 90 ans. Nous on va suivre le personnage de Laura, qui est une jeune fille lambda, qui est complètement en adoration devant ces dieux pop stars, et notamment devant Amaterasu qui est une des déesses réincarnées. Elle va se rendre à un de ses concerts et elle est tellement en adoration qu'elle va faire un malaise comme beaucoup de gens dans la foule, et quand elle va se réveiller, elle va se retrouver avec Lucy, une autre pop star qui est aussi un dieu réincarné, qui n'est autre que Lucifer. Elles vont se mettre à discuter, des liens vont s'établir et Laura va petit à petit en connaître un peu plus sur ces dieux-là et quels sont leurs pouvoirs et leurs facultés, etc. Et elle va se retrouver un peu mêlée à une sorte de complot contre Lucifer, mais je n'en dirai pas plus. Alors moi j'ai complètement adoré ce comics. Il me faut le tome 2 très vite. J'ai trouvé que l'histoire était particulièrement intéressante, prenante et originale. En effet, vous l'aurez compris, donc on est sur une histoire de dieu, de réincarnation, avec quand même quelques pouvoirs, donc on n'est pas trop loin des comics de super-héros, mais pourtant, là on a quelque chose de complètement moderne et de complètement novateur. Et j'ai trouvé que l'idée de transposer nos pop stars et nos célébrités en véritables dieux était hyper intéressante évidemment. Et on peut, si on regarde bien les dessins, on peut se rendre compte qu'il y a une grosse inspiration d'un point de vue visuel au niveau de la création des personnages. On a des dieux qui ressemblent vraiment beaucoup à Rihanna par exemple ou Kanye West. Le comics parle de dieux, de mort, de pouvoir, de réincarnation, mais il parle surtout de gloire éphémère, de la jeunesse d'aujourd'hui, du pouvoir de fascination de ces célébrités et du pouvoir qu'elles exercent sur nous. C'est donc une super métaphore vraiment bien traitée et hyper intelligente. Donc ça fait réfléchir, et en même temps, voilà, on a un peu d'action, on a une sorte de complot derrière, donc ça reste quelque chose de très divertissant et de très sympathique à suivre. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la grosse diversité des dieux représentés. Comme je vous l'ai dit, il y a 12 dieux qui se réincarnent tous les 90 ans, mais ce n'est pas forcément tous les dieux, il n'y a pas que 12 dieux, il y en a beaucoup plus. On va retrouver donc plein de dieux qu'on ne connaît pas forcément nous, issus de plein de mythologies différentes. Un peu finalement comme dans la série American Gods, je vous renvoie à la vidéo d'il n'y a pas très longtemps. On a bien sûr Lucifer, qui est je pense mon personnage préféré du comics. Il y a Baal, il y a Amaterasu, il y a Morrigan, bref, plein de dieux qu'on ne connaît pas forcément, j'ai trouvé ça intéressant. Niveau dessin, d'habitude, je n'aime pas trop ce genre de dessin, puisque là, on est sur une ligne très claire, très propre, et moi d'habitude, j'aime bien ce qui est texturisé, je n'aime pas trop les peintures numériques, ce qui est fait par ordinateur, moi je préfère ce qui est plus traditionnel, avec plus de texture, etc. Mais là, je dois dire que les dessins sont magnifiques. La colorisation est vraiment aussi une pure réussite, tout en subtilité. Ça va parfaitement avec le dessin, c'est vraiment très pur et c'est très beau. Les dieux sont vraiment
Ils dégagent vraiment une aura à travers le dessin, ils sont vraiment très beaux et on n'a vraiment pas de mal à croire que ce sont des dieux réincarnés. Moi j'ai lu la version collector de chez Glénat, il s'agit d'un format beaucoup plus grand, donc avec de plus grandes planches et du coup on profite encore plus de ce dessin. Mais pour moi c'est un comics vraiment sans faute, un gros coup de cœur et j'ai très hâte de lire le tome 2. On enchaîne avec les BD, j'ai lu le tome 1 de La Petite Mort par Davy Mourier. C'est sorti en 2013 chez Delcourt et il y a donc 3 tomes en tout dans la série qui sont sortis depuis 2015, donc c'est une série terminée. Là on est plutôt sur de la petite bande dessinée plutôt humoristique. On va suivre le personnage de La Petite Mort qui est en fait le fils de Maman Mort et Papa Mort, dont le métier, eh bien vous l'aurez compris, c'est de collecter les âmes des gens, de tuer les gens quand leur heure est venue. Donc La Petite Mort, il doit suivre le chemin de ses parents et il va commencer son apprentissage pour devenir la faucheuse comme ses parents, sauf que lui, ça l'intéresse pas trop, il a pas envie de tuer les gens, lui ce qu'il a envie de faire c'est fleuriste. Mais il a pas le choix, donc il va commencer à s'exercer à tuer les gens, et parallèlement il va quand même à l'école, dans une école normale. Sauf qu'évidemment, lui il est différent, donc personne ne l'aime, c'est pas forcément facile à l'école, il n'a pas d'amis. Davy Mourier, c'est notamment un des auteurs des sketchs humoristiques du Golden Moustache, et c'est aussi un animateur sur No Life, il fait aussi plein d'autres choses. Et donc c'est lui là qui crée cette BD au scénario et au dessin, il fait tout. Et en plus ce tome 1 est préfacé par Monsieur Alexandre Astier. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, donc là c'est pas un coup de cœur, mais c'est une super lecture. On s'attache super vite à ce petit personnage tout mignon et tout triste au fil des strips. On suit ses malheurs et son apprentissage du métier. Et c'est souvent assez drôle, donc moi j'ai bien aimé. Évidemment on est sur un type d'humour noir, évidemment, donc si on n'aime pas ça, voilà, moi j'aime beaucoup, ça me fait super rire, donc j'ai très hâte de lire le tome 2 et le tome 3, je pense que je vais les prendre la prochaine fois que j'irai à la bibliothèque. Le petit plus sympa c'est qu'on peut aller voir quelques petites vidéos bonus à cette bande dessinée sur YouTube, donc voilà, ça rend un peu la lecture interactive. Niveau dessin, ça tient la route. C'est assez simple, mais on sent qu'il y a quand même du boulot derrière, et j'ai bien aimé un peu cet effet collage, un peu. Et puis, malgré donc beaucoup de pages en noir et blanc, on a quelques pages en couleur qui viennent un peu égayer tout ça, notamment avec des publicités parodiques et ce genre de choses. On continue avec le tome 1 de Alizik. C'est une BD scénarisée par Hubertus Rufflet, et dessinée par Helge Vogt. Ce sont des auteurs allemands. C'est sorti aux éditions du Lombard en 2013 et les tomes 2, 3 et 4 qui concluent la série sont sortis depuis 2015. Il s'agit donc d'une série complète et terminée. Au niveau de l'histoire, on va suivre le personnage donc d'Alizik qui va se retrouver un jour, ou plutôt une nuit, dans un cimetière sans savoir comment elle est arrivée là et surtout qui elle est. Elle va essayer donc de partir de cet endroit, et elle va se rendre compte que personne ne la voit, qu'elle est complètement invisible. Et puis dès que le soleil se lève, elle est complètement désintégrée, et elle se retrouve quelques heures plus tard au même endroit, au cimetière. Elle se rend donc compte qu'elle est morte, et qu'elle est dans cet entre-deux en attente d'un jugement de la part de Monsieur Mort pour savoir si il va envoyer son âme vers les ténèbres ou vers la lumière. Heureusement, elle est pas seule, elle va faire la rencontre dans ce cimetière d'autres personnages qui sont tout aussi en attente qu'elle d'un jugement de la part de Monsieur Mort. Or, ce jugement peut prendre beaucoup de temps puisque ces personnages sont là depuis plusieurs siècles. Ces personnages sont assez étranges et bizarres, ils vont pas forcément rassurer Alizik au début, mais elle va très vite se lier d'amitié avec eux. En plus de ça, vient s'ajouter une menace de destruction du cimetière, et une aide va arriver de façon assez inattendue de la part d'un jeune garçon qui s'appelle Ruben, qui est aveugle, mais qui, contrairement aux autres humains, lui a la faculté de pouvoir entendre les post-mortem, c'est-à-dire ces morts en attente de jugement. Voilà pour l'histoire qui, moi, m'a fait pas mal penser à la BD End, parue aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose par Barbara Canepa, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc on retrouve un peu la même histoire, un peu la même ambiance, assez sombre, assez gothique, vous l'aurez compris. Moi c'est une ambiance que j'aime beaucoup et que je recherche très souvent dans les bandes dessinées. Et donc cette histoire est plutôt
une sorte de conte. Le gros atout de cette bande dessinée, c'est surtout ses dessins et sa colorisation. L'univers est hyper riche, hyper détaillé. Évidemment, les personnages qui sont assez effrayants et bizarres peuvent faire penser, encore une fois, à l'univers de Tim Burton, mais avec un côté beaucoup plus poétique, qui pourrait par exemple faire penser à Mathias Malzieu. Si vous avez vu Jack et la mécanique du cœur, je trouve que ça peut coller au niveau des personnages, à la fois étranges, romantiques et poétiques. Voilà, je trouve qu'il y a des similitudes. Donc évidemment, je vais m'empresser de lire le tome 2, le tome 3 et le tome 4. On termine avec une autre bande dessinée qui s'appelle Dans la forêt, de Lionel Richerand. C'est sorti aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose, vous l'aurez compris. J'adore cette collection. Voilà, dès que je peux mettre ma main sur une BD de la collection Métamorphose, je saute dessus, et à chaque fois je ne suis pas déçue. Il ne s'agit pas d'une série, c'est une seule BD qui est sortie en 2013. Au niveau de l'histoire, on va suivre le personnage d'Anna, qui habite dans un domaine isolé à côté d'une forêt dans l'Angleterre du 19e siècle. Elle vit seule avec sa mère qui n'aime pas trop qu'elle sorte dehors et qui veut la protéger à tout prix. Sauf qu'en pleine nuit, un jour, une bande de crapauds va capturer la poupée d'Anna. Du coup, elle va être bien obligée d'aller sortir pour récupérer sa poupée. Elle se retrouve dans la forêt et elle va croiser tout un tas de créatures aussi étranges les unes que les autres, jusqu'à rencontrer la déesse de la forêt qui s'appelle la Grande Boueuse. Grande Boueuse qui va lui révéler qui elle est vraiment. J'ai bien aimé cette bande dessinée. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est encore une réussite de la part de la collection Métamorphose, encore une fois. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a un petit côté Miyazaki au niveau des créatures de la forêt et de leur design. Ça fait pas mal penser aux créatures qu'on retrouve dans Princesse Mononoke, mais avec un côté encore plus sombre et un peu plus effrayant et un petit peu plus dégueu, par exemple. Voilà, la Grande Boueuse c'est peut-être la déesse de la forêt, mais c'est surtout une vieille bonne femme un peu crade. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le bonus à la fin de l'histoire, puisqu'on a encore un petit guide de cryptozoologie, un peu comme dans les Billy Brouillard dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Et on retrouve donc la même mise en page absolument magnifique, moi que j'adore, qui fait à la fois ancien et comme un petit cabinet de curiosité, moi j'adore. Et ça aide à renforcer toute la mythologie qu'il y a dans la bande dessinée. L'histoire de cette bande dessinée, elle est pas dingue, mais vraiment les dessins et la mise en page et la façon dont tout cet album est construit relève, j'ai envie de dire, le niveau de cette bande dessinée. Si on aime le thème de l'automne, si on aime les forêts, les créatures des forêts, la magie, ce genre de choses, je pense qu'on aimera cette BD. Niveau illustration, c'est vraiment magnifique. Ce que j'aime beaucoup chez Métamorphose, c'est qu'on a souvent des pages mates, et j'adore le papier qu'ils utilisent en fait. Et là, avec les couleurs très automnales de la forêt qu'on a dans cette bande dessinée, je trouve que ça marche très bien. C'est très riche et très détaillé encore une fois, et ça vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un style de dessin assez foisonnant, mais en même temps il y a une douceur qui se dégage de ces dessins. Voilà, c'est tout pour mon petit bilan de mes emprunts à la bibliothèque. Le bilan est positif, j'ai fait de bonnes acquisitions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si ça peut vous donner quelques idées de bandes dessinées ou de comics à aller emprunter aux bibliothèques. Si vous connaissez ces bandes dessinées et comics, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous avez des recommandations, vu que vous commencez à connaître un peu mes goûts, n'hésitez pas à me les écrire aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Le trom... Alors bah, qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas. Il y a des ouvriers qui font des trous. C'est une béné... Une béné...